Vous avez besoin de renforcer vos jambes et vous galérez en squat, c'est-à-dire que vous avez peur de faire le mouvement, vous mettez une demi-heure à vous échauffer, vous avez toujours du mal avec vos sensations, cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous. Alors même si je vais parler de squat et que tout le monde a besoin de faire du squat, cette vidéo, elle va un peu plus s'adresser aux haltérophiles, aux personnes qui font de la musculation, du fitness, pourquoi pas de l'Aerox et qui ont du squat dans leur programmation, et un petit peu moins à leur force athlétique. Je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi. L'objectif de la vidéo, ça va pas être de descendre le squat parce que moi-même je suis un grand passionné de squat, parce que je suis moi-même passionné d'haltérophilie. Par contre, ça va être d'avertir sur pourquoi le squat n'est pas forcément fait pour toi, mais ça ne veut pas dire que tu dois l'interdire dans ta programmation. Et dans la vidéo, on va voir 3 signes qui montrent que tu vas vraiment galérer. Et ensuite, on va voir 3 choses pour justement y remédier. Si tu découvres la chaîne, écoute, bienvenue à toi. Je m'appelle Pi, je suis préparateur physique depuis 15 ans maintenant avec un prisme un petit peu particulier parce que je m'intéresse au fascia. Le fascia, c'est quoi? C'est l'enveloppe de collagène qui lie et unit toutes les structures de notre corps et c'est primordial pour vraiment se développer, performer sans douleur. Et donc, comme je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, aujourd'hui, on va regarder 3 signes qui montrent que ça va être un petit peu plus compliqué pour toi, un peu moins naturel de réaliser des squats. Et ensuite, 3 choses pour justement remédier à cela, pour que tu puisses vraiment t'amuser à faire du squat sans avoir à te stresser par rapport à ça, sans avoir à t'échauffer une demi-heure avant de passer sous ta barre. Je le sais parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai connu et ça ne m'a pas empêché de faire un beau squat à 190 kg une fois. Mais assez parlé de moi, tout de suite on attaque avec les 3 signes, les 3 obstacles à repérer lorsque tu fais squat. Le premier signe à regarder pour savoir si une personne peut réaliser un squat profond naturellement sans blocage, ça va être au niveau des pieds. Et si la personne a les pieds plats, ça va être super compliqué pour elle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a le pied plat, c'est pas quelque chose de génétique, c'est quelque chose d'ostéo-articulaire, c'est comme si on avait le pied feignant. Et on va observer un effondrement au niveau de l'arche interne du pied. Et l'effondrement de l'arche interne du pied, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est le cheminement d'un process qui commence d'ailleurs plutôt aux orteils. Lorsqu'on a le pied plat, donc l'arche interne du pied vient s'effondrer, et ça vient souvent s'accompagner d'un hallux valgus ou d'une tendance à l'hallux valgus, comme si le gros orteil avait une adduction et d'ailleurs parfois tous les autres orteils suivent en allant vers l'extérieur. Parce qu'en fait c'est un peu comme un contre-braquage qui permet d'équilibrer le pied sur le plan frontal. Donc plan frontal c'est quand vous me voyez de face, ça permet d'équilibrer le pied par rapport à l'effondrement de l'arche interne. Donc on a les orteils qui partent par là et l'arche interne du pied, l'effondrement de la cheville de l'autre côté. Et les conséquences du pied plat c'est quoi? Le problème en soi c'est pas que le pied soit plat, le problème c'est que ça va venir positionner la cheville dans un axe qui n'est pas idéal par rapport à la physiologie, la biomécanique d'une flexion-extension de jambe, encore plus en bilatéral. C'est pour ça qu'on va en parler un petit peu plus tard sur la partie remédiation. Lorsque vous voyez des genoux qui rentrent et ça s'accompagne d'une faiblesse du moyen fessier, mais bien souvent la cause c'est le pied qui est plat parce que finalement le pied qui est plat, ça met la cheville dans une position qui amène directement le genou vers l'intérieur. Et on va se retrouver avec des appuis, que ce soit debout et encore plus en flexion, un petit peu comme un triangle, un petit peu comme une pyramide. Et ça déjà au niveau postural, ça va amener des conséquences au niveau du bassin, principalement une antéversion du bassin naturelle. Et cette antéversion du bassin va s'accompagner par une hypercompaction au niveau de la tête fémorale, ce qui veut dire que finalement, la tête fémorale n'a pas assez d'espace pour bouger. Donc on va avoir un blocage au niveau des hanches. Donc ça va être extrêmement compliqué, 1, avec le pied plat, d'avoir une bonne mobilité de cheville. 2, ça facilite les genoux qui rentrent. Et 3, si on monte un étage encore plus haut, on va avoir des blocages au niveau sacro-iliaque, sacro-lombaire, ce qui amène le buste à se pencher vers l'avant. Le deuxième signe à observer, ça va être un manque de recrutement de la chaîne postérieure, mais même pas pendant le squat, dès qu'on est debout, en statique. Alors il y a un gros lien avec le pied dans ce phénomène-là, c'est-à-dire que si le pied ne joue pas son rôle de pression naturelle, on va avoir, comme je disais, l'antéversion du bassin, ce qui veut dire que la chaîne postérieure est toujours en position allongée. Et si elle est tout le temps en position allongée, elle ne va pas pouvoir être en position courte avec un minimum de tonus. Ce qui veut dire que lorsque l'on fait squat, on va principalement recruter les chaînes antérieures et très peu la chaîne postérieure. Et la chaîne postérieure, elle est extrêmement économe parce que ça regroupe énormément de muscles, ce qui veut dire que ça va être très très bon lorsqu'on la recrute. Mais si on a du mal à la recruter, justement, on va se retrouver dans l'autre schéma, c'est-à-dire qu'on va venir fléchir le buste vers l'avant, on va presque être en good morning pour pouvoir réaliser le squat et ça va être extrêmement compliqué d'avoir un beau squat bien propre, complet, avec un buste droit sans recrutement de la chaîne postérieure. Au contraire, on va venir se pencher vers l'avant, presque réaliser un good morning. Et c'est pas parce qu'on est en good morning, parce que oui, vous allez me dire, on est en good morning, on recrute la chaîne postérieure. Mais ce n'est pas le même type de recrutement. C'est-à-dire que le recrutement de la chaîne postérieure dans un squat profond, complet, il est synergique à la chaîne antérieure. En revanche, s'il est en décalé, on va avoir ce genre de squat en good morning en 2 temps, comme si j'escaladais avec 2 échelles. Un bon squat profond avec un bon recrutement de la chaîne postérieure, finalement, j'ai les 2 synchronisations en même temps. Je recrute en même temps la chaîne antérieure et en même temps la chaîne postérieure, ce qui me permet d'équilibrer et d'avoir le buste droit.
Et enfin, le troisième signe qui montre que ça va être un petit peu plus complexe pour toi de réaliser un squat profond naturellement sans blocage, ça va être la longueur des segments. Non pas que c'est impossible, il y a juste à regarder les championnats du monde d'haltérophilie, il y a des personnes longilines qui arrivent à faire des squats profonds. C'est plutôt une histoire de probabilité proprioceptive, c'est-à-dire qu'on va faire le parallèle avec raconter des bêtises. Plus je parle, plus j'ai des chances de raconter des bêtises. Parce que finalement, ça augmente la probabilité, le fait que je dise plus de mots augmente la probabilité que je raconte n'importe quoi. Et bien là, c'est exactement pareil. Plus les segments sont longs et plus ça va favoriser la probabilité d'une erreur proprioceptive auquel on s'accoutume. Plus les muscles sont petits, plus les muscles sont forts. Mais ça n'empêche pas que pour des adaptations morphologiques, ça n'empêche pas qu'un quadriceps sur un fémur long ne soit pas fonctionnel, ne puisse pas fonctionner. Par contre, ça veut dire que le fait de maintenir un axe, ça va être peut-être un petit peu plus challengeant, un petit peu plus exigeant pour une personne qui est longiligne qu'une personne qui est bréviligne. C'est exactement comme si on faisait une partie de billard et au moment où je vais taper ma boule, finalement, ma main de précision, elle est beaucoup plus éloignée par rapport à ma main qui pousse. Forcément, ça facilite le fait que je tape ma balle à côté, pas au centre, ou alors que je la frôle. Mais c'est exactement pareil. Plus les segments sont longs et plus on va se rentrer dans ce schéma-là, ce qui n'est pas non plus une tare, c'est pas impossible de faire un squat complet lorsqu'on est longiligne. C'est juste peut-être un petit peu plus challengeant d'un point de vue proprioceptif, d'un point de vue de la coordination, mais c'est pas impossible. Hop, si t'aimes bien cette vidéo, je veux bien que tu likes et aussi que tu t'abonnes, ça m'aidera beaucoup pour la suite. Allez, je t'embête pas plus, on reprend la vidéo. Maintenant, les 3 choses à faire pour remédier à cela. Alors la première chose à faire, ça va être de créer de l'espace articulaire pour pouvoir justement avoir la mobilité de bouger et de conscientiser cet espace. Alors là, encore plus pour les personnes qui ont des longs segments. Pour les personnes qui ont les pieds plats, on l'a vu, c'est le premier domino qui va amener toute une série de blocages. Donc, si ça bloque, il faut tout simplement débloquer. Et donc, pour débloquer, on ne va pas utiliser un pied de biche, on va par contre utiliser dans notre boîte à outils d'athlète ou d'entraîneur, si toutefois vous regardez cette vidéo pour entraîner des personnes, un petit peu plus d'exercice avec une amplitude distale, voire même une course extrême sur laquelle en fait on va chercher l'extrême amplitude musculaire. Personnellement, j'utilise des méthodes qui stimulent le fascia parce que le fascia, c'est exactement comme mon t-shirt, c'est exactement comme si j'étais trop serré dans mon sweat et je cherchais à agrandir mon sweat pour pouvoir justement un petit peu plus bouger. Forcément, si vous faites des squats, vous êtes beaucoup plus à l'aise en jogging qu'en jean. C'est exactement pareil avec les étirements myofasciaux, toutes sortes de techniques qui permettent de travailler la tenségrité des fascias. Les fascias, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo que je mets juste après pour vous expliquer ce que c'est. Et je rebondis encore une fois sur les fascias parce que c'est dans les fascias que se situent les mécanorécepteurs, ce qui veut dire que la proprioception, voire même directement le sens du toucher qui va te permettre de renseigner la position de ton corps dans l'espace, c'est de la proprioception et c'est extrêmement capital de performer là-dedans, encore plus si tu as des longs segments et que tu souhaites réaliser des squats profonds, principalement au niveau des pieds, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des hanches. Et ça va te permettre de réaliser un squat exactement comme si tu étais debout. C'est-à-dire qu'un bon squat complet fonctionnel, finalement, c'est comme si on était le cul par terre, mais avec un buste, comme si on était debout. La deuxième chose à faire pour remédier à cela, ça va être de renforcer intelligemment. C'est-à-dire que on est parti du constat que voilà, si je suis longiligne, si j'ai les pieds plats, ou si toutefois j'ai un manque de recrutement de la chaîne postérieure, ça veut dire que je n'ai pas à rester les bras croisés comme ça. Je peux changer cet état-là. Et donc, comment changer cet état-là au-delà des étirements et de la proprioception? Une fois que j'ai remis de l'espace, une fois que j'ai conscientisé cet espace, je dois renforcer cet espace et je dois le renforcer intelligemment. C'est-à-dire que si je galère en squat, c'est aussi le reflet que j'ai des points forts et des points faibles. Et donc, je dois renforcer mes points faibles sans contraindre mes points forts. Mais ça va être par exemple renforcer intelligemment le pied, renforcer intelligemment le moyen fessier, que ce soit d'un point de vue de l'isolation ou d'un point de vue un petit peu plus global, pour créer tout de suite un transfert dans mon squat. Ça peut être faire des exercices sur lesquels au fait, ça me permet de garder le buste droit tout en ayant une flexion-extension de jambe. Tout ce type de renforcement, si on renforce intelligemment, ça va permettre tout de suite d'avoir un transfert pour le squat. Et là, c'est extrêmement important de préciser que finalement, le squat, parfois, il arrive trop tôt dans la préparation. Des fois, on n'est pas capable de réaliser un squat propre, fonctionnel, pour estimer que le transfert va se faire directement dans mon activité. C'est pour ça que si mon objectif, c'est d'épauler 100 kg, je dois voir ça comme un chemin dans lequel je vais avoir des étapes. La première étape, ça va être de squatter avec le dos le plus droit possible, la barre sur la nuque, 100 kg. Et ensuite, de transférer cela avec une barre sur les clavicules pour ensuite le transférer sur l'épaulé. Mais il faut voir les choses de manière assez pragmatique et progressive. Si je n'arrive pas à créer un squat justement parfaitement fonctionnel, ça va être compliqué d'avoir des objectifs fonctionnels plus élevés. C'est pour ça que si la première étape, c'est simplement de squatter de manière propre 100 kg, je peux créer des séances d'entraînement en vue de ce premier objectif-là qui va me donner un second objectif qui va être
justement d'un front squat à 100 kg. Et enfin, la troisième chose à faire pour remédier à cela, mais ça va dans la continuité de ce qu'on a vu avant, il va être plus au niveau de la planification. C'est-à-dire que dans la planification, je ne peux pas progresser si je suis tout le temps à fond. J'aime bien me dire que la progression, c'est exactement comme si je devais casser une porte. Et si je suis à mon 80%, je peux faire que ça. Mais des fois, ça fait du bien de reculer encore plus pour pouvoir briser la porte et ne pas hésiter à travailler parfois à 60%, vraiment s'éloigner d'être toujours sur des RPE 8, 7, 9, peu importe, mais d'être toujours dans la difficulté, ça empêche finalement de progresser. Et quand je parle de difficulté, ça peut être en termes de répétition, en termes de charge. Il faut laisser le temps à l'organisme et aussi à son cerveau de pouvoir se coordonner dans la difficulté pour pouvoir créer un transfert. Donc par exemple, si toutefois vous faites un 5x5 en squat, ce que je vous conseille, si toutefois vous avez beaucoup de difficultés, vous avez souvent des squats nuques qui ressemblent plus à des squats en 2 temps, presque good morning, c'est de se focaliser sur la forme et sur les 3 premières séries, vous assurez d'avoir un buste vraiment droit et pourquoi pas prendre un petit risque sur les séries 4 et 5 afin de valider justement que vous avez la bonne forme en intensité et pourquoi pas à partir de là créer de la surcharge progressive. Ça vous permettra de vraiment privilégier la forme de corps, ce qui va derrière vous permettre de manipuler lourd et avec une forme correcte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère aussi également que le contenu vous aura plu et vous permettra de vous améliorer dans vos squats, que vous soyez petit, grand, moyen, large, peu importe, mais que tout le monde fasse des squats parce que c'est bon pour la santé. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Pi. Ciao, ciao.